Il y a 1300 ans, un groupe de 3 guerriers combattait une horde de monstres qui ne semblait pas diminuer, car ils continuaient à apparaître l'un après l'autre. La panique les envahit car la naissance du démon Calamité, le soi-disant dieu du désastre, pouvait commencer à tout moment s'il continuait à être négligent et se faisait vaincre. Magre, le chef de l'équipe, pensait qu'il n'y arriverait pas non plus cette fois-ci. Sans autre choix, il envisagea d'offrir leur vie pour sceller le démon Calamité. Juste à ce moment-là, un autre membre de l'équipe, Liam, s'avança et lança un sort qui les protégea de la horde de monstres qu'ils combattaient. Le sort créa un cratère massif à partir de l'explosion, éradiquant tous les monstres sur son passage. Il sourit avec assurance et demanda à l'équipe pourquoi il luttait contre des démons aussi faibles. Le groupe fut choqué par la puissance de son attaque après qu'il eut anéanti les démons de la calamité en une seule frappe écrasante. L'un d'eux admit que sa capacité était exceptionnelle parmi l'unité de 100 hommes, mais le sort qu'il venait de lancer était d'un niveau totalement différent. Liam révéla avec désinvolture qu'il avait pris la 108e capacité et qu'il se l'était appropriée. Cette révélation choqua l'équipe, mais les subordonnés du démon calamité continuèrent à apparaître, l'un après l'autre. Avec cela, Liam activa un autre sort et anéantit les sèmes de démons, choquant à nouveau son équipe, car il semblait maintenant être l'incarnation même d'un être omnipotent ou d'un roi absolu. Il mena l'équipe, leur disant qu'il vaincrait le démon calamité par lui-même. Il leur dit de rester derrière lui pour leur sécurité alors qu'il marchait jusqu'au bout de la falaise. Debout au bord, il baissa les yeux et vit le démon calamité dans son intégralité. Le démon était en train de donner naissance à un essaim de monstres qui dévoraient les humains. Sachant qu'il mettrait l'humanité en danger, Liam jura qu'il ne laisserait pas les monstres être produits en masse et les éradiqua pendant qu'ils naissaient. Il traîna ensuite le démon hors de la falaise pour le combattre directement. Le démon l'attaqua avec une immense puissance, mais Liam lança un autre sort pour neutraliser l'attaque. Leurs pouvoirs s'affrontèrent, provoquant une immense explosion. Tous les 300 ans, le démon calamité apparaissait, et les monstres mangeurs d'hommes qu'il engendrait constituaient une grave menace pour l'humanité. Pour protéger l'humanité, les guerriers de l'unité de 100 hommes étaient chargés d'exterminer le démon calamité. Ils étaient réincarnés tous les 300 ans pour coïncider avec la renaissance du démon, risquant leur vie pour le sceller une fois de plus. Le démon calamité rugit alors que les attaques de Liam commençaient à faire des ravages sur son corps. Il pensait que le simple fait de le sceller était une méthode démodée qui ne résolvait pas vraiment le problème. Il décida donc d'utiliser son pouvoir omnipotent, une combinaison de 108 capacités qui ne pouvait être libérée qu'une seule fois pour anéantir complètement le démon. Cependant, dans un revirement de situation choquant, une puissante attaque perça soudainement son cœur. Séparé de différentes parties de son corps, c'était comme si son agresseur voulait s'assurer qu'il ne survivrait pas. Magra le ramassa alors. Sa voix était remplie de douleur lorsqu'il demanda pourquoi son coéquipier l'avait trahi. Magra lui dit qu'il ne pouvait pas permettre que le démon calamité soit tué. Il voulait s'emparer des 108 pouvoirs pour lui-même et lancer une malédiction sur Liam pour empêcher sa réincarnation. Il jeta ensuite le roi absolu au sol et l'attaqua à nouveau, s'assurant qu'il était achevé. Avec le démon calamité, il prévoyait de sceller Liam dans l'abîme. Le poussant du haut de la falaise, Liam tomba dans les ténèbres avec ses membres tranchés. Les autres guerriers se réjouirent de sa misère tandis que Magre jeta tous les monstres mangeurs d'hommes dans l'abîme avec Liam et le scella. Après avoir scellé le démon calamité, l'unité de 100 hommes périt et fut réincarnée comme leur existence le dictait. En vérité, l'unité n'a jamais voulu que le démon calamité meure et atteigne une véritable paix dans le monde. Leur but était d'assurer leur réincarnation tous les 300 ans. Si le démon était vraiment éradiqué, ce cycle prendrait fin. À cause de cela, Liam ne pouvait que rester piégé avec le démon calamité, se faisant manger vivant. Le démon calamité montra ses dents et pour une créature avec une intelligence aussi faible, ses tendances sadiques étaient terrifiantes. Maudit avec l'immortalité par Magre, Liam ne pouvait pas mourir même lorsqu'il était piétiné et dévoré encore et encore par la progéniture du démon calamité. Il vécut dans un tourment absolu, endurant une douleur atroce qui perçait son âme même. Même lorsque ses organes étaient arrachés ou que sa chair était dévorée, son corps se régénérait instantanément. 1200 ans plus tard, Liam était toujours vivant, bien que son corps fût marqué par les marques de centaines de descendants du démon calamité. Bien que techniquement vivant, il était aussi bon que mort, corrompu par les démons qui se nourrissaient de lui depuis des millénaires. Il se maintenait à peine sain d'esprit en s'accrochant à son désir de vengeance contre les traîtres qu'il avait emprisonnés dans cet enfer. Il jura de se relever et d'exercer sa vengeance sur ceux qui l'avaient trahi. Juste à ce moment-là, une puissante lumière blanche brille sur lui, suivie d'une voix l'appelant à retourner dans son vaisseau. Avec cela, son corps brille d'une lumière vive, et quand il ouvre les yeux, il est allongé sur le sol à l'intérieur du corps d'un jeune homme. Il sent soudainement la saleté et réalise que son vaisseau vient de vomir. Alors qu'il essaie de se lever, un groupe d'étudiants se moque de lui parce qu'il est toujours à terre. Il se demande s'il est toujours vivant, disant qu'ils ne se permettront pas d'être des assassins juste à cause d'une ordure comme Kai. Après s'être assuré qu'il est toujours vivant, il décide de le replonger dans l'étang une fois de plus pour le punir de les avoir inquiétés. Il regarde les gars et se demande qui ils sont quand il le plonge soudainement dans l'étang,
ce qui rend sa respiration difficile. Il le frappe encore et encore, le harcelant sans fin. Juste à ce moment-là, un autre étudiant nommé Josh arrive, disant que les autres sont trop doux pour tourmenter le garçon. Tenant une seringue dans sa main, il prévoit d'injecter à Kai une drogue qui lui fera faire la danse la plus hilarante. Kai essaie de se libérer de l'emprise des autres étudiants qui le maintiennent immobile, tandis que Josh est sur le point de lui injecter le sérum. Le garçon supplie Josh de ne pas lui injecter le liquide, mais le tyran n'écoute pas et remplit son système avec le sérum. Cela provoque des vomissements incontrôlables chez Kai, ce qui provoque des rires chez les autres étudiants. Maintenant qu'il est comme une marionnette, Josh lui dit qu'il devrait danser pour eux et les divertir. Kai est presque mourant alors qu'il continue de vomir. Cependant, Josh est implacable et impitoyable, disant qu'une personne sans valeur comme lui ne peut pas se reposer, puis lui donne un autre coup de pied, lui disant de se relever et de continuer à danser jusqu'à ce qu'il meure. Soudain, le garçon se lève, disant qu'il en a assez de se retenir. L'un des étudiants l'attrape par le col, mais au lieu de reculer, Kai saisit sa main, y met tellement de force et la tord si fort que le garçon hurle de douleur atroce. Kai leur dit que les déchets comme eux doivent être punis. L'étudiant l'attrape par son col et le traite d'arrogant pour les avoir traités de déchets. Pendant ce temps, Liam évalue la magie à l'intérieur du corps de Kai et découvre qu'il ne possède qu'une faible magie de glace. L'étudiant tente alors de l'attaquer une fois de plus. Cependant, Liam utilise sa magie de glace contre l'homme, gelant son poing qui est sur le point de se connecter avec son visage. Le garçon est choqué par l'utilisation impressionnante de la magie. Liam couvre ses membres de glace et saute pour attaquer l'étudiant, le frappant avec une force indéniable au visage, l'envoyant au sol avec une puissance écrasante. Il traite l'homme de pathétique qui crie maintenant de douleur. Les autres étudiants sont tous choqués de voir à quel point Kai est devenu fort. Liam se rend compte que le propriétaire original du corps ne savait pas bien utiliser sa force et qu'il avait une puissance magique bien trop faible à l'intérieur de lui. Les étudiants commencent à trembler à sa vue alors qu'il se tient là avec une aura soudaine inexplicable. Ils courent frénétiquement pour se mettre en sécurité, mais Liam est plus rapide et gèle leurs jambes pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. Il s'approche ensuite de l'un d'eux et lui ordonne de lui remettre ses vêtements parce qu'il pue le marais et le vomi. Il ordonne ensuite à un autre élève de lui donner sa veste. Les élèves sont tous soumis à ses ordres par peur. Et quand il se retourne et leur dit qu'il va les enfoncer dans le marais, ils tremblent tous de peur. L'élève aux cheveux longs s'approche de lui et lui dit qu'il s'excuse pour ce qu'ils ont fait, il devrait donc leur pardonner. Liam ricane, disant qu'il a pris d'innombrables vies et qu'une excuse ne suffira jamais. Ses autres amis balancent ensuite Josh et disent à Liam qu'ils n'ont fait que suivre les ordres du type parce qu'ils ne pouvaient pas s'opposer à lui. C'est Josh qui a recommandé qu'il soit la cible d'intimidation et qu'il participe au jeu de descendant de Liam. Confus, Liam lui fait expliquer ce qu'est le jeu. L'élève aux cheveux longs est confus, disant qu'il devrait connaître les règles du jeu maintenant. Impatient, Liam lui crie dessus pour qu'il réponde rapidement à sa question. Tremblant, l'élève répond qu'il s'agit d'un jeu transmis parmi les élèves de l'Académie royale de magie, et que quiconque est choisi comme descendant de ce traître Liam il sera puni de diverses manières par l'ensemble du corps étudiant. Liam est confus après avoir entendu son nom. Alors l'élève explique que tout le monde devrait connaître l'histoire de la soumission du traître Liam il et qu'il a été vaincu par les 99 héros, mettant fin au pire méchant de tous les temps. En entendant cela, la colère de Liam s'intensifie, il se souvient des visages des vrais traîtres qui ont apparemment créé une fausse histoire ridicule pour faire de lui le méchant. Maintenant, il doit rétablir la vérité historique. Encore confus par son comportement étrange, les élèves guident Liam vers sa résidence. Il leur dit de rentrer chez eux pour la journée, mais les avertit que ce n'est pas la fin pour eux. Il les rappellera un jour. Quand il ouvre la porte de sa résidence, il est accueilli par son majordome, Maurice, qui s'adresse à lui en tant qu'altesse. Liam est surpris d'apprendre que Kai est en fait de sang royal. Cependant, chaque fois qu'il essaie de se rappeler des souvenirs liés à la famille de Kai, il ne trouve rien. Il se dit que Kai rejette peut-être inconsciemment ses souvenirs, ce qui provoque le blocage. Il regarde ensuite son majordome et s'enquiert de la lignée de Kai. Perplexe, Maurice explique que Kai est le 8e prince du royaume. Confus, Liam demande pourquoi Kai ne vit pas dans le château royal, surtout qu'il est de noble naissance. De plus, il est perplexe que certains élèves aient osé traiter un royal comme un déchet. Il remarque également que son corps est clairement sous-alimenté. Déconcerté par le changement soudain d'attitude de son maître, Maurice demande prudemment ce qui lui arrive, disant qu'il semble être une personne complètement différente. Liam trouve étrange qu'un serviteur interroge son maître par souci. Sans vouloir continuer à se faire passer pour Kai, il dit à Maurice que le Kai qu'il connaissait est déjà mort, ce qui provoque encore plus de confusion. Il conseille ensuite au majordome de simplement penser à lui comme à un autre homme qui se trouve avoir le même visage que son ancien maître. Plus tard, Liam s'allonge dans la chambre pour se reposer. Il y a 2100 ans, Magra et sa sœur, Mimi, étaient encerclés et en infériorité numérique par la progéniture du démon du désastre mangeur d'hommes. Ils étaient clairement désavantagés, et juste à ce moment-là, l'un des tentacules du monstre a percé la poitrine de Magre, l'épinglant au mur.
Mimi a crié de peur et était sur le point d'aider son frère quand elle a également été prise par les tentacules. Elle a crié d'agonie alors que les démons se régalaient de son corps. Se sentant faible, Magre ne pouvait rien faire pour empêcher sa sœur d'être violée par les démons. Au moment où ils allaient être vaincus, une forte puissance magique a explosé en direction des démons, les anéantissant en un instant. Liam était arrivé juste à temps pour les sauver. Les frères et sœurs étaient soulagés, sachant qu'ils étaient désormais en sécurité. Magre regrettait d'avoir agi seul et, au final, d'avoir encore besoin de l'aide de Liam, même s'il avait juré de ne pas le faire. Liam a reconnu que Magre avait été une vraie plaie et avait agi de manière infantile en soignant ses blessures. Cependant, tout cela était du passé, et le plus important maintenant était qu'ils étaient en sécurité. Il a vérifié Mimi, et une fois qu'il a su qu'elle allait bien, il a aidé ses amis à se lever. Il savait qu'ils étaient là pour rassembler des matériaux d'amélioration et comprenait leurs intentions. Magre, bien que souvent irrité par lui, a admis qu'il était redevable à Liam et qu'il était le sauveur de sa vie et de celle de ses sœurs. Ils se sont serrés la main en signe d'amitié, et Magre a juré de ne jamais oublier sa dette. À présent, Liam se réveille de son rêve et jure de retrouver les bâtards ingrats qui l'ont piégé dans l'abîme avec le démon du désastre. Maintenant qu'il est de retour, il récupérera le pouvoir qu'ils lui ont volé. Liam prend son petit déjeuner à sa résidence servie par Maurice. Il prend un autre repas simple, et il a un goût affreux. Il est évident que son majordome n'a pas l'habitude de cuisiner, et il n'y a aucun signe d'autres serviteurs à part lui. Il n'arrive pas à croire que sa vie de prince soit inférieure à celle d'une famille noble de basse extraction. Maurice s'excuse pour ses lacunes, mais il arrête Maurice, disant que s'il a de la fierté, il ne s'excusera pas auprès de lui. Il continue de prendre son petit déjeuner, mais pense que la qualité de la nourriture qu'il mange doit s'améliorer. À l'école, les élèves vaquent à leurs occupations, se préparant à assister à leurs cours respectifs. Pendant ce temps, Liam se demande comment il va trouver les ennemis de Kai. Juste à ce moment-là, Josh apparaît avec ses laquais d'hier. Le chef des brutes le confronte au sujet du tabassage de ses laquais et de son emportement, le réprimandant pour les avoir défiés alors qu'il n'est qu'un descendant de Liam. Les autres élèves conviennent qu'il n'a pas le droit de se défendre et qu'il doit simplement rester là et ne rien faire comme il le fait toujours. Les élèves commencent à lui lancer des pierres alors qu'il reste là, figé et immobile. Il ressent de la pitié pour la douleur que Kai a dû endurer et voyant comment il tient toujours le coup même après avoir été frappé plusieurs fois par des pierres, les élèves s'arrêtent, clairement stupéfaits. Josh leur dit de continuer l'agression, mais il semble hésitant car il commence maintenant à avoir peur. Sans autre choix, Josh décide de battre Liam lui-même et commence à étirer ses bras pour lui donner un coup de poing puissant. Le coup de poing touche, mais Liam parvient à l'esquiver. Cependant, comme le corps du garçon est faible, ses os se cassent facilement. Il essaie ensuite de remettre l'os cassé en place grâce à son pouvoir de guérison et l'attache facilement au bon endroit. Les élèves sont impressionnés par l'efficacité avec laquelle il utilise le pouvoir de guérison sur lui-même. Frustré, Josh déchaîne sa puissance de feu et la lance vers Liam, qui au lieu d'esquiver, soupire simplement, lance un sort de glace et renvoie le sort sur lui. Josh est frappé par son propre sort avec ses laquais. Ils sont tous jetés au sol par l'impact et laissés inconscients. Les autres élèves sont stupéfaits sur place après avoir vu la nouvelle puissance de Liam. Juste à ce moment-là, un professeur nommé Pierce arrive et essaie de séparer la bagarre, réprimandant Liam. Le professeur laisse échapper un sourire maléfique, disant qu'il doit être puni pour ce qu'il a fait. Le jeune homme essaie de lui faire entendre raison que Josh et ses laquais ont été les premiers à commencer la bagarre, mais Pierre n'écoute pas. Les brutes sont heureux qu'il soit réprimandé par le professeur, pariant sur le temps qu'il lui faudra pour se rétablir cette fois-ci. Soudain, Liam ressent une douleur atroce à la tête et voit des flashbacks du même professeur battant Kai. Il se rend compte qu'il peut voir les anciens souvenirs du propriétaire du corps et découvre que le professeur est aussi l'une des personnes qui ont fait du mal à Kai. Voyant qu'il s'est arrêté, le professeur lui dit de se dépêcher avec un sourire maléfique sur le visage. Pendant ce temps, Liam arbore également un sourire maléfique, prêt à donner une leçon à Pierre. Pierre le conduit dans une pièce et ferme la porte à clé. Il pensait avoir déjà donné une bonne leçon à l'élève il y a 3 jours, mais il semble qu'il n'ait rien appris puisqu'il recommence à faire des siennes. Avec un sourire narquois, il se moque du garçon, disant qu'il doit aimer les punitions corporelles et le traitant de pervers qui prétend être de sang royal. Rempli de mépris, il l'inonde d'insultes, le traitant de loser vulgaire. Avec un ton venimeux, il lui dit qu'il le mérite parce qu'il a le sang d'une pute et d'un traître, affirmant qu'il n'y a personne de plus apte à être le descendant de Liam que lui. Il coince le garçon contre le mur, prêt à le punir. Pierre l'incite à pleurer, se souvenant de comment il tremblait et implorait son pardon. Cependant, à sa frustration, le garçon reste immobile et calme, ne tremblant plus de peur. Pensant que l'esprit du garçon doit être sur le point de craquer, il attrape sa ceinture de punition, prêt à s'adonner à ce qu'il considère comme le meilleur moyen de soulager son stress. Il lève le fouet bien haut, impatient d'entendre les cris de ses élèves, et l'abat avec excitation. À son choc, un chevalier recouvert de glace magique apparaît et saisit sa main, l'empêchant de frapper Liam. Toujours attaché au mur, Liam montre les marques sur son propre corps, preuve des abus du professeur,
et a maintenant la chance de venger Kai. Il se libère de ses liens et ordonne au chevalier de tordre la main du professeur, avertissant que s'il parle ou fait un bruit, il la cassera complètement. Confus et terrifié, Pierre exige de savoir ce qu'il veut dire, mais Liam répond en lui brisant la main droite et en menaçant de tordre la gauche ensuite. Pour rendre l'appareil au tourment que l'homme lui a infligé, Liam lui ordonne de se fouetter lui-même. Horrifié, Pierre refuse, insistant sur le fait qu'il ne se fera pas de mal. En réponse, Liam conjure une flèche de glace et la pointe sur lui, forçant l'homme à choisir entre se fouetter ou être percé par la flèche, ce qui pourrait mettre fin à sa vie. Craignant pour sa survie, le professeur choisit à contre-cœur de se fouetter lui-même. Suivant l'ordre de Liam, il enlève ses vêtements, révélant son corps musclé, et se frappe une fois. Liam lui ordonne de continuer, exigeant 100 coups de fouet. Après un certain temps, Pierce finit par terminer les 100 coups. Son corps est meurtri et saigne, mais il ressent un bref sentiment de soulagement, pensant que la punition est terminée. Cependant, Liam lui dit que ce n'est pas encore fini. À l'horreur du professeur, Pierre est hissé sur une tour de glace, complètement dépouillé de ses vêtements. Liam l'humilie devant toute l'académie, estimant que c'est la punition qu'il mérite. Il ordonne à l'homme d'avouer les abus qu'il a infligés à Kai. Le professeur hurle d'agonie et de peur, suppliant qu'on le fasse descendre en premier. Devenant impatient, Liam claque des doigts, ce qui fait fondre la glace. Pierre panique alors que la glace commence à se dissoudre sous lui, et sans autre choix, il avoue. Il admet qu'il a commis de nombreux péchés contre Kai, forçant le garçon à se fouetter à plusieurs reprises, bien qu'il ait justifié ses actions comme faisant partie d'une orientation pédagogique. En vérité, tout était motivé par ses perversions tordues. Il crie que Kai n'a rien fait de mal et qu'il a puni le garçon d'innombrables fois uniquement pour son propre plaisir. Désespéré d'être libéré, il crie qu'il avouera tous ses méfaits si Liam le libère. Les élèves regardent avec choc et fascination, beaucoup semblant apprécier le spectacle. Ils chuchotent entre eux, certains que la carrière de Pierce est terminée. En entendant leurs remarques, Liam les regarde avec colère. Sa voix résonne froide lorsqu'il leur dit à quel point il est dégoûtant d'être appelé le descendant de Liam, et que quiconque a blessé Kai sous ce nom ne sera pas épargné. Il promet d'apporter une rétribution à tous ceux qui partagent les péchés du professeur et les avertit de vivre dans la peur, car il leur fera payer un par un. Dans la foule, Josh brûle de colère, incapable d'accepter que Liam les ait tous humiliés. Pendant ce temps, une fille regardant de loin ricane, les traitant de pathétiques. Plus tard, Liam se tient dans le bureau du directeur, réprimandé pour avoir publiquement puni un professeur devant toute l'académie. Ce qu'il a fait a été qualifié de honteux et sans précédent. Il plisse les yeux, son regard froid mettant les professeurs mal à l'aise. Il explique qu'il a attaqué Pierre parce que l'homme utilisait des punitions corporelles pour satisfaire ses propres désirs dépravés. La faculté, cependant, ne le croit pas. Il se moque de son explication, la qualifiant d'absurde. Le directeur insiste sur le fait que Pierce est un éducateur respectable qui ne recourrait jamais à une telle cruauté. Liam fait valoir que le professeur a avoué devant tout le monde, mais le directeur rejette cela, disant que le garçon a dû forcer Pierce à mentir. Le directeur se tourne ensuite vers Calais, le professeur principal de Liam, qui est censé être responsable de lui. Calais s'excuse et affirme que Liam a toujours eu tendance à mentir. Elle ajoute qu'il y a quelques mois, il a accusé ses camarades de classe de l'intimider, alors qu'en vérité, beaucoup ne l'aimaient tout simplement pas parce qu'il était morose et qu'il blâmait les autres pour ses défauts. Liam se tourne vers elle, croisant son regard directement. Sa voix est aiguë et ferme lorsqu'il lui dit que c'est elle qui a ignoré les appels à l'aide de Kai. Calais a trouvé ces paroles désagréables et a demandé au directeur de l'expulser immédiatement, ce à quoi le vieil homme a consenti. Avec un sourire vicieux sur son visage, elle s'est moquée de lui, disant que son rêve de devenir un mage de récupération nationale pourrait ne plus être à sa portée parce qu'il était expulsé. Juste à ce moment-là, un membre du personnel est entré dans la pièce et a remis un message au directeur. En l'entendant, le visage du directeur a enregistré un choc, et bien que contre son gré, il a retiré son ordre d'expulser le garçon. Calais a essayé de faire valoir qu'il devait s'en tenir à leur plan, mais le directeur lui a dit d'arrêter parce que l'ordre venait directement de leur case. Cela a choqué les professeurs, mais cela les a également fait obéir car c'était quelque chose contre quoi ils ne pouvaient pas aller. Le directeur l'a envoyé hors de la pièce et il s'est demandé pourquoi le directeur avait changé d'avis sur son expulsion. Il s'est alors souvenu du visage de Keylor et s'est demandé si elle était l'une des personnes qui était une cible de la vengeance de Kai. Il prévoyait alors de creuser davantage dans les souvenirs de Kai. Juste à ce moment-là, une femme s'est approchée de lui et sa présence n'a suscité que du dégoût de sa part. Cela l'a ramené au passé où Magre a dit à un autre membre, Violet, de lui faire plus de mal. La fille a suivi l'ordre et a jeté un sort sur Liam, le blessant davantage. Après lui avoir infligé plus de douleur, Magre l'a jeté dans l'abîme, souhaitant qu'il souffre pour l'éternité. Alors qu'il tombait dans les profondeurs de l'abîme, il a vu les visages des personnes en qui il avait autrefois confiance, mais qu'il avait trahi. À présent, la fille s'est approchée de lui, mais l'a reconnu comme Liam. Même si elle avait un visage différent maintenant, elle était définitivement Violet réincarnée,
l'un des membres de l'unité de 100 hommes qui avait autrefois combattu à ses côtés puis l'avait trahi à la fin. Il a épinglé la femme contre le mur et a chuchoté que son apparition devant lui avait épargné la peine de la traquer, ce qui a déconcerté la femme. Il chuchote le nom de Violet, ce qui déconcerte encore plus la fille. Il l'attrape ensuite par le cou et l'accuse de l'avoir trompé avec son jeu d'actrice. Cependant, la fille prétend qu'elle ne sait honnêtement pas de quoi il parle et essaie d'utiliser sa magie, mais elle a du mal à contrôler le sort devant. Liam l'évite de justesse alors que la fille lutte pour contrôler son pouvoir et l'attaquer. Il la regarde avec des yeux accusateurs et la traite de menteuse pathétique. Déterminé à la prendre sur le fait, il lui dit de l'attaquer avec le pouvoir du dieu du vent qu'elle lui a volé. Elle commence à tousser, l'utilisation de la magie du vent ayant des conséquences sur elle. En la regardant, il sait juste que son pouvoir est gaspillé sur la fille et qu'elle n'utilise même pas 10% de sa vraie force, disant qu'elle est indigne du pouvoir. Il déclare qu'il va reprendre le pouvoir, mais son corps lâche soudainement à cause de l'utilisation excessive de magie, s'étant poussé à la limite. Plus tard, il se réveille en sursaut après un rêve, après que son corps se soit rétabli. La jeune fille essaie de l'aider à se relever, mais il repousse sa main, refusant son aide. Maurice le gronde, essayant de lui faire comprendre que la fille, Bridget, l'a soignée après son malaise et l'a portée jusqu'au manoir. Il inspecte son corps et voit que sa blessure est réellement guérie. Réalisant qu'elle est gentille avec lui, il lui demande ce que Violet manigance. Cependant, la jeune fille le corrige à nouveau, disant qu'elle n'est pas Violet mais sa camarade de classe, Bridget. Frustré, il dit à la jeune fille d'arrêter son cinéma et de lui rendre le pouvoir du vent qu'elle lui a volé dans leur vie antérieure. Il trouve ridicule qu'elle prétende être quelqu'un d'autre alors qu'il est clair comme le jour qu'elle est Violet réincarnée. Soudain, Bridget comprend que l'homme en face d'elle n'est pas le Kai qu'elle connaît. La regardant droit dans les yeux, il lui dit qu'il y a 1200 ans, il a été trahi par ses amis et enfermé dans l'abîme avec le démon du désastre, qui a rongé son corps pendant l'éternité, et qu'il est Liam des légendes. Voyant sa réaction, il trouve étrange qu'elle semble vraiment naïve quant à la situation. Il essaie de lui pincer le visage pour la provoquer, mais Maurice l'en empêche en envoyant une attaque d'avertissement dans sa direction, lui disant de ne pas être brutal avec la dame. Il se place entre Bridget et son maître, essayant de protéger la jeune fille de lui. Voyant son majordome protéger une autre personne, il demande où se trouve sa loyauté. Maurice lui dit qu'il est toujours de son côté, c'est pourquoi il est intervenu. Il réalise que son maître Kai n'est plus dans son corps, mais que le traître Liam a pris le dessus. Maurice le supplie de s'expliquer. Liam raconte à Maurice et Bridget l'histoire de la façon dont il s'est retrouvé dans le corps de Kai. Au cours des 1300 dernières années, toutes les réincarnations de l'unité de 100 hommes avaient conservé leurs souvenirs. Incapable de se souvenir de quoi que ce soit, Bridget insiste sur le fait qu'elle n'a pas volé le pouvoir du dieu du vent qu'elle possède. C'est son ancien moi qui le lui a volé. Et bien qu'elle soit désolée de ce qu'il a vécu, elle n'a aucun souvenir de lui avoir fait du mal. Pourtant, si c'est un péché que son ancien moi a commis, elle est prête à l'expier. Liam sourit, disant qu'il récupérera certainement son pouvoir, mais que ce ne sera pas la fin. Alors qu'il était piégé avec le démon du désastre, il a été violé de toutes les manières imaginables pendant 1300 ans. Il jure de faire vivre à chacun des traîtres les souffrances qu'il a endurées. Il dit à Bridget qu'elle a fait une grave erreur en le soignant. Il pense qu'elle fait semblant d'avoir perdu la mémoire pour échapper à sa vengeance et l'avertit de ne s'attendre à aucune pitié de sa part. Cependant, si son amnésie est vraiment sincère, il lui fera d'abord tout se souvenir avant de transformer sa vie en un enfer. Sinon, sa vengeance n'aurait aucun sens. Il essaie ensuite d'envahir ses souvenirs avec de la magie de lecture mentale, mais il oublie que le corps de Kai est trop faible pour utiliser une autre magie que la glace. Liam serre le poing de frustration, réalisant qu'il ne peut même pas lancer un sort aussi simple, ce qui n'aurait jamais été un problème dans son corps d'origine. Dans son état actuel, il ne peut même pas utiliser la magie contre Bridget ou absorber le pouvoir du dieu du vent. Déterminé, il déclare qu'il va s'entraîner et maîtriser la magie même si cela signifie retarder sa vengeance. Il se lève du lit, désireux de commencer à s'entraîner. Maurice et Bridget essaient de l'arrêter, mais il est implacable. Pour le convaincre, Maurice propose d'utiliser sa propre magie de lecture mentale pour réaliser les souhaits de Liam, mais Liam refuse, disant qu'il ne reviendra pas tant qu'il n'aura pas maîtrisé la capacité lui-même. Il dit à son majordome de ne plus lui préparer de repas à partir de maintenant, car il se concentrera uniquement sur l'entraînement. Il sort dans le champ, déterminé qu'avec un entraînement approprié, le corps de Kai et son pouvoir magique latent pourraient même dépasser sa force d'origine. Pour libérer ce potentiel, il doit d'abord acclimater le corps fragile du garçon à la tension d'une magie puissante. Il essaie sans cesse de maîtriser sa magie, mais le corps de Kai cède continuellement. Alors que la nuit tombe, il continue à s'entraîner, se poussant à la limite. Inquiet pour son bien-être, Maurice lui apporte de la nourriture et le supplie d'arrêter, craignant que s'il force davantage, il ne meure. Cependant, Liam ne peut pas l'entendre, trop concentré sur la maîtrise de son pouvoir. Maurice regarde avec admiration la détermination et la concentration incroyable de son maître. Ne voulant pas le déranger,
il laisse le plat qu'il a préparé avec des ingrédients connus pour stabiliser le pouvoir magique. S'entraînant toujours, Liam respire fortement et réussit finalement à maîtriser son énergie. Avec un regard victorieux, il déclare qu'il peut maintenant reprendre le pouvoir volé du dieu du vent. Liam a pu maîtriser à la fois la lecture mentale et l'absorption des capacités en moins de 2 jours. Avec cela, il confirme que le potentiel de son nouveau corps est absurdement élevé. Il voit le panier de nourriture sur le sol à côté de lui et se souvient que Maurice les a laissés hier soir, disant qu'ils aident à stabiliser le pouvoir magique. Il se souvient vaguement que cela s'est produit. Malgré la prévenance, il juge l'effort inutile. Alors qu'il était sur le point de se détourner, un souvenir lui est venu à l'esprit. Le majordome a couru vers Kai, se précipitant alors qu'il remarquait son apparence trempée. Battu et meurtri, le pauvre prince s'est excusé d'être un maître aussi inutile. Si Led voulait un jour quitter le manoir, il écrirait volontiers une lettre de recommandation. Cependant, Maurice dit qu'il ne partira jamais et qu'il prendra toujours son parti quoi qu'il arrive. Indéniablement ému par les souvenirs du jeune homme, Liam soupire et prend place devant le panier de repas préparés. Ils sont presque pourris d'être restés là toute la nuit, mais il en prend de grosses bouchées malgré tout. Assez tôt, les assiettes de nourriture sont complètement dévorées sans reste. Comme il est rassasié, il décide de faire une petite sieste pour l'instant et retourne au manoir. Il voit la porte grande ouverte et devient instantanément méfiant. S'approchant encore, un liquide rouge collant marque le sol depuis l'entrée. Comme prévu, ce sont les traces d'une agression mortelle. Il entre et voit Maurice affalé sur le sol à quelques mètres de la porte. Son état était loin d'être bon, et il était définitivement à quelques instants de la mort. Pire encore, l'un de ses yeux manquait, retiré de force par l'agresseur. Alors que la gravité de la situation s'installe, Liam bouge sa main et essaie d'utiliser un sort de guérison sur lui, mais pas une seule étincelle de magie ne sort de ses paumes. Dans son état actuel, il ne peut même pas utiliser un sort de guérison. En tant que tel, le jeune maître l'a doucement allongé sur le sol pour l'instant. Le nouveau plan est d'appeler un détective et un magicien de la guérison. Le médecin arrive tôt ou tard et fait de son mieux pour sauver l'homme. Il a pu traiter la plupart des blessures graves, et le patient aura besoin d'1 mois pour se rétablir. Malheureusement, son œil droit était un cas perdu, et il est peu probable qu'il puisse un jour revoir de ce côté. Liam se reproche en partie de ne pas avoir réussi à sentir l'ennemi hier soir. Le médecin laisse le patient et son tuteur seuls. Laissé à son propre espace, Maurice s'excuse d'avoir dérangé le prince pour quelque chose d'aussi insignifiant. Une telle superficialité n'a pas d'importance pour lui, et ce qui est important maintenant, c'est de savoir qui les a attaqués tout d'un coup. En un rien de temps, l'ancien roi absolu apparaît aux portes d'un manoir. Avec une expression aussi froide que sa magie, il lève la main et lance de la magie de glace. Une immense lance de glace est apparue du cercle magique et a traversé les épaisses portes. À l'intérieur, Josh prenait son repas paisiblement, comme d'habitude. Il recrache involontairement sa nourriture en entendant quelque chose s'écraser juste devant. Furieux, le prince se tourne vers ses assistants et exige de savoir ce qui se passe. Un majordome s'est précipité dans la salle à manger et a signalé d'urgence le problème des portes. Josh s'est rapidement précipité sur le site et a été choqué par ce qu'il a vu. Sa grande et solide porte était en morceaux, emportée par la force brute. Ils disent qu'un intrus pourrait être à proximité, mais qui les attaquerait en plein jour? Seraient-ce possiblement des assassins engagés par les rivaux politiques de son père? Étant donné le nombre considérable d'ennemis qu'il s'est fait, c'est une possibilité. Cela dit, c'est grave que quelqu'un soit capable de détruire leur porte sur mesure. Josh appelle immédiatement les gardes dans la pièce et à l'entrée. Cependant, il n'y avait pas besoin de tout cela car l'intrus en veut à lui. Liam est entré dans le manoir, mais il est suivi par une bande d'hommes costauds au visage en colère. Le jeune maître leur ordonne de le tuer, et ils ont tous chargé avec des cris de guerre et de gros poings. Un immense mur de glace est apparu du sol, les bloquant et gelant complètement leurs mouvements. Gérant les choses lui-même, Josh tire une série de boules de feu sur l'ennemi. Mais encore une fois, ceux-ci sont parfaitement bloqués, l'intrus ne levant même pas le petit doigt. Liam s'est approché régulièrement, les mains dans les poches, et a regardé sa cible tomber au sol par pure peur. Le maître s'est tourné vers ses serviteurs et leur a ordonné de faire quelque chose à propos du type. À sa grande surprise, ils ont tous détourné le regard avec des visages pâles, refusant catégoriquement de le sauver. Cela fait rire l'intrus car personne n'était disposé à l'aider. Avec ça, des larmes et de la sueur ont commencé à couler de son visage. Puisqu'il sait probablement pourquoi il est venu, Liam s'est accroupi et a invoqué quelque chose de l'air. Face à l'ignorance, il demande s'il ment, insufflant encore plus de terreur dans le cœur du garçon. Il est le fils de l'homme qui dirige la région, on lui dit donc de bien réfléchir. Se cachant derrière l'autorité de son père, il fait ce qu'il veut au quotidien. À cause de cela, même Maurice connaissait son nom, mais le problème est l'existence de la personne qui a conspiré avec lui. Le majordome de Liam est assez compétent, et l'étudiant n'a pas pu lui faire de mal tout seul. Pointant un pic à glace sur son œil, il exige de savoir qui d'autre a envahi sa maison. Josh balbutie mais nie toute implication et est averti de ne pas faire répéter l'homme qui le menace. On lui a demandé qui était là, il craque finalement,
bavant sur lui-même comme promis de parler. Les yeux fermés, il dit le nom de Prince Case. En y repensant, Liam se souvient de la voix sévère du directeur et de la façon dont le prince a ordonné de laisser passer ses infractions en tant qu'étudiant sans aucune explication. Il demande à Josh si le noble est l'ennemi de Kai, mais il ne peut plus rien dire car cela signifierait sa mort immédiate. Avec ça, Liam décide de l'approcher directement et conjure à nouveau le pic. Le jeune maître a dit tout ce qu'il pouvait, mais ce n'est pas suffisant pour être pardonné du tout. Après tout, le prix à payer pour avoir pris la vue de Maurice est élevé. Josh se transforme en un gâchis absolu de peur. En premier lieu, le but de l'intrus en venant ici était de se venger de son majordome. C'était peut-être pour taquiner Kai, mais poser une main sur son aide était une erreur. Les supplications désespérées et les cris tombent dans l'oreille d'un sourd, et Liam demande à l'enfant gâté s'il connaît l'expression œil pour œil. Avec des mouvements complexes et lents, il enfonce le pic à glace profondément, suscitant des cris perçants qui ont retenti dans tout le manoir. Maurice, toujours bandé, interroge son maître sur la chose qu'il a dans sa main. Liam le rapproche un peu et secoue un peu la bouteille. À l'intérieur, il y avait l'œil de Josh, un petit trophée qu'il a pris pour se venger. Il sourit et propose de l'exposer sur l'étagère, mais on lui dit rapidement de l'enterrer dans le jardin. Faisant comme on lui a dit, il met même un panneau humoristique indiquant le butin de guerre. Le majordome soupire, ne s'attendant jamais à ce qu'il rapporte une telle chose, on lui a dit que ce n'était pas la fin, il soutient qu'il n'a besoin d'aucune autre pièce. Liam précise, disant qu'il y a plus de gens qui doivent encore être touchés par la vengeance. Maurice est déconcerté par son entraînement. Malheureusement, il ne sait pas qu'il a attaqué car ils l'ont fait par derrière. Son jeune maître partage fièrement qu'il a pu forcer un nom à sortir et mentionne Case. On lui demande si le nom lui dit quelque chose, et la réaction du majordome montre que c'est bien le cas. Après un moment de réflexion, il dit qu'il n'a pas besoin de vengeance. Si cette personne est impliquée, il ne devrait pas avoir de raison de chercher à se venger au nom de Maurice en premier lieu. Après tout, il n'est plus son ancien maître. C'est indéniablement vrai. Mais Kai le considérait comme un allié, et Liam lui doit une dette pour lui avoir donné son nouveau corps. Pour cette raison, il a l'intention de réaliser tout ce qu'il voulait faire à sa place. De plus, il y a de fortes chances que Case soit en fait celui qui a tué son maître. Il y a quelques heures, Josh roulait et hurlait d'agonie, tenant l'orbite qui était maintenant vide. Ses serviteurs ont regardé en silence, et la vue horrible a suffi à faire s'évanouir une servante. Un majordome reçoit l'ordre de la sortir de la pièce avec soin, et ils saisissent tous cette occasion pour quitter la zone. Laissé seul, Liam a appelé le garçon qui se tortillait. Craignant d'être à nouveau blessé, il se recroqueville et implore pitié, mais on lui dit de ne pas s'inquiéter. La dette pour avoir blessé Maurice avait été payée avec son œil. Cependant, la vengeance pour Kai restait encore. L'horreur a envahi tout l'être de Josh alors qu'il réalisait ce dont il parlait. Il a drogué l'innocent garçon et lui a probablement fait perdre la vie. Le pathétique jeune maître a plaidé, disant qu'il n'avait fait que suivre les ordres. On lui a demandé s'il avait été commandé par Case, il détourne le regard avec l'œil qui lui reste, incapable de répondre. L'hésitation se répand sur son visage alors qu'il était averti que dire quoi que ce soit entraînerait sa mort. Il s'est détourné et a continué à supplier d'être déjà pardonné. De retour au manoir, Liam dit qu'il doit interroger le prince, au moins pour le bien du garçon mort. Maurice l'arrête un instant, répétant comment son maître a été drogué et tué. La voix et le corps tremblants, il demande s'il est vraiment mort, disant qu'il pensait que lui et les âmes de Liam avaient simplement été temporairement échangées. Il est devenu clair qu'un malentendu flottait. Kai est mort après avoir été gavé de drogue, c'est pourquoi l'âme du vieil héros est entrée dans son corps. Après tout, un corps ne peut contenir qu'une seule âme. Autrement dit, l'être et la personnalité de son ancien maître n'existent plus dans ce monde. Maurice se fige, incrédule, en apprenant la nouvelle. Des larmes coulent rapidement et il serre le lit, frustré. Kai était doux et gentil, surtout avec ses camarades. Peu importe à quel point il était malmené, il n'a jamais été capable de haïr les autres. Sa mort est impardonnable et, par conséquent, Maurice demande sincèrement vengeance. Il n'était pas nécessaire de demander, car Liam avait déjà l'intention de le faire de toute façon. Liam traversa les couloirs de l'académie avec assurance, et sa simple présence suscita de vives réactions de la part des autres élèves. À l'intérieur de la salle de conférence, les gens parlent de ses camarades et du fait qu'il prend des vacances. Soudain, une ombre fut projetée sur Bridget. Voyant de qui il s'agissait, les camarades de classe reculèrent, craignant ce qu'il pourrait faire, d'autant plus quand il se tourna pour leur lancer un regard menaçant. Comme c'était trop bruyant, il dit à la fille de venir avec lui pour parler ailleurs. Ils arrivent près de la cour où il n'y aurait pas d'interruption. Il était enfin temps pour lui de jeter un coup d'œil dans son cœur avec le pouvoir qu'il avait obtenu. Elle est surprise de savoir que Kai ne connaît pas la magie de la lecture mentale et ne peut pas croire ses paroles quand il prétend l'avoir apprise en seulement 2 jours. Après tout, la lecture mentale est un sort intermédiaire, qui prend au moins 3 mois à maîtriser. Il en rajoute en disant qu'il a également appris la magie d'absorption pour récupérer ses pouvoirs. La mention d'une compétence de niveau avancé l'a fait halter.
Il est impossible qu'il puisse apprendre quelque chose qui prend normalement des années d'entraînement en si peu de temps. Par ses actions, il lance le sort pour prouver son point, et elle n'a d'autre choix que d'accepter qu'il ait vraiment tout appris. Liam souligne avec arrogance qu'il est le plus fort et qu'il est à un niveau complètement différent d'eux. Étonnamment, cette assurance l'a fait rougir. Avec cela, il s'approcha de Bridget pour voir directement dans son cœur. Il lui tint la tête et un éclair de lumière jaillit lorsqu'il activa la lecture mentale. La lumière tourbillonnait autour d'elle, rassemblant ses souvenirs, et il vit bientôt des flashs de son enfance. Depuis sa naissance et même le temps qu'elle a passé avec Kai, tout était clair. Liam était abasourdi, forcé d'accepter qu'il n'y avait aucun souvenir de violet caché en elle. Le sort se termine et Bridget ouvre doucement les yeux. Il confirme que l'existence de son traître est introuvable dans ses souvenirs. Cela ressemble à une excellente nouvelle puisque le malentendu a été dissipé, mais il dit qu'il n'a pas conclu qu'elle n'est pas la réincarnation de Violet. Après tout, les deux se ressemblent beaucoup trop. Pourtant, il a décidé de ne pas prendre ses pouvoirs pour le moment. La fille au cœur pur insiste pour qu'il le fasse quand même si cela lui appartient en premier lieu. Cependant, s'il ne reprend pas son pouvoir à sa cible, cela ne comptera pas comme une vengeance. Cette déclaration brûlante et froide l'a fait frissonner. Liam passe à autre chose pour s'occuper d'elle plus tard. Pour l'instant, il doit venger Kai contre Case. Ce nom lui fait saisir son bras et lui demander d'attendre. Comme Maurice, elle le dissuade d'aller contre le prince à tout prix. S'il poursuit son plan, il sera tué sans aucun doute. L'ancien roi absolu se demande si elle pense qu'il a perdu. Son ennemi est un homme incroyablement cruel. Au-delà de cela, il maîtrise la magie de la lumière, encore plus que celui qu'on appelle le roi de la guerre de la lumière. La faible magie de glace qu'il a héritée de Kai ne peut absolument pas résister à un homme aussi puissant. Elle a peut-être raison de dire qu'il est un adversaire qu'il ne peut pas vaincre, mais cette seule pensée le fait sourire sournoisement. La magie de glace actuelle de Liam était incontestablement faible. Son acceptation rend Bridget confuse. Même Kai a admis que sa magie inférieure ne pouvait pas battre Case. Mais pour une raison quelconque, l'homme en face d'elle était toujours aussi calme malgré cela. La cloche sonne et leurs estomacs gargouillent juste à temps pour le déjeuner. Ainsi, il se détourne et met fin à la conversation pour manger pour l'instant, la surprenant à nouveau étant donné le sérieux de leur conversation en cours. Encore une fois, elle continue de rougir, incapable de comprendre ce qui se passait dans son esprit. C'est peut-être la raison pour laquelle elle veut en savoir plus sur cet homme mystérieux. La jeune fille curieuse court après lui et se joint à lui. Ils arrivent bientôt à la salle à manger où Bridget regarde Liam pendant qu'il mange. Le sentant, il lui demande si elle a quelque chose à dire, mais elle rougit et rejette la question. Ce comportement évitant l'ennuie un instant, mais il décide de laisser tomber et de continuer son repas. Pour revenir au sujet précédent, il demande où il peut trouver Case. C'est aussi un élève de l'académie, mais il est impossible pour eux de le rencontrer. Après tout, les élèves boursiers spéciaux comme lui se trouvent dans une zone complètement séparée du campus. La zone spéciale n'est accessible que par la deuxième portail, qui est fortement gardée par des hommes et de la magie, ce qui rend impossible l'intrusion. Contrairement à ses attentes, ce n'est pas une simple porte d'école. Elle note également que tous les élèves qui s'y trouvent sont des membres de la royauté ou appartiennent à de puissantes familles nobles. Malheureusement, le contacter en dehors de l'académie est également impossible et serait en fait encore plus difficile que de le faire à l'intérieur. Case est toujours escorté par une poignée de ses gardes personnels. De plus, toutes ses tentatives pour rencontrer le membre de la royauté seront bloquées quoi qu'il arrive. Les bras croisés, frustré, il demande pourquoi. Apparemment, il y a une ordonnance restrictive qui lui interdit d'approcher la famille royale. C'est étrange car lui-même est membre de cette famille. Maurice a expliqué à l'époque qu'il était le 8e prince du royaume. Et maintenant, Brigitte explique qu'il n'est pas le fils biologique du roi actuel. Son vrai père, le duc Asher, était le frère aîné du souverain actuel. Pour une raison quelconque, il a tenté d'assassiner le défunt roi et a été capturé en tant que traître. En guise de punition pour trahison, il fut promptement décapité sans pitié. Assez tôt, la mère de Kay, la duchesse, suivit son mari dans l'au-delà. D'un autre côté, le roi actuel l'a adopté comme fils et l'a élevé comme le 8e fils. Cependant, la reine a posé une condition avant de l'autoriser à accueillir le garçon. Il n'était pas autorisé à vivre dans le palais royal et serait stationné à l'écart. De plus, il ne pouvait avoir aucun contact avec les membres de la famille royale. Enfin, son droit de succession a été définitivement révoqué. S'il viole l'ordonnance restrictive émise par la reine, il sera immédiatement emprisonné. Liam s'étire, pas trop inquiet par toute cette histoire. Il se demande s'il existe une faille juridique qui lui permette de s'approcher du prince. Après réflexion, elle suggère d'obtenir une permission spéciale du directeur, mais cela ne s'est jamais produit auparavant. Le souvenir du sourire du directeur lorsqu'il l'a expulsé était encore vif. Il a l'air d'un type assez sournois et exactement le genre qu'il est facile de coincer avec un moyen de pression. Ayant une idée, il demande où il peut trouver le directeur. Les étudiants se sont précipités, surpris de voir Liam traverser le campus. Ils n'ont aucune idée de la raison, mais il empruntait le chemin qui mène à la porte de la zone de bourse.
Il a demandé à Bridget où il devait aller s'il voulait rencontrer le directeur. Le plan est de mettre la main sur ses faiblesses et de forcer l'homme à accepter ses conditions. Au lieu d'une menace, il préférerait appeler ça une négociation. Après tout, quelqu'un avec un visage aussi vilain est susceptible d'avoir quelques sales secrets. La fille ne peut s'empêcher d'être d'accord avec sa conclusion et reste silencieuse en y pensant. Elle demande ensuite un peu de temps car elle veut enquêter elle-même sur le directeur. Sa raison de l'aider n'était pas claire, surtout compte tenu de leur relation. Cela ne compensera pas ce qui s'est passé entre leur vie passée, mais elle veut quand même expier d'une manière ou d'une autre. Comme cela ne lui fera aucun mal de toute façon, il décide d'accepter son offre. Ravi qu'il s'ouvre, elle lui dit de l'utiliser à sa guise. Ce n'est pas comme s'il lui faisait confiance, mais c'est pourquoi il sera intéressant de voir comment elle va agir. Au cas où elle s'avérerait inutile, Liam fait ses propres recherches. Avec des pas courageux et réguliers, il se dirigea vers la porte et, là, il voit 2 gardes dès le départ ainsi qu'un cercle magique avancé qui est superposé plusieurs fois. Avec ses capacités actuelles, il n'y a aucun moyen qu'il puisse franchir la barrière. Juste à ce moment-là, il entend les roues d'une calèche tourner. Une grande calèche tirée par des chevaux l'a soudainement dépassé, et dans ce bref instant, il sent une présence indubitable. Il était déjà sûr que l'homme à l'intérieur n'était autre que Magre, le cerveau derrière sa trahison. Il y a longtemps, ce même homme s'est agenouillé devant lui, disant qu'il n'oublierait jamais ce que Liam avait fait pour lui. Ils ont mené d'innombrables batailles ensemble, se confiant mutuellement leur dos. Cependant, tout cela a été souillé le jour de leur dernière rencontre. Le simple fait d'y penser le fait rire. Il n'arrive pas à croire qu'il a croisé si facilement la réincarnation de son plus grand ennemi. En regardant à nouveau, il voit 5 gardes stationnés au poste. Ils ne sont pas un gros problème en soi, et le vrai problème est la porte magique. Même la calèche s'arrête devant elle et passe par un contrôle de sécurité et d'analyse magique avant d'obtenir l'accès. Après un certain temps, les chaînes sont détachées et les portes s'ouvrent, permettant à la calèche d'entrer. S'il débarque maintenant, il va certainement provoquer un tumulte indésirable. Par conséquent, il en conclut qu'il serait préférable de les laisser se déplacer librement pendant un certain temps. Ce qui compte, c'est qu'il sache déjà où se trouve Magri. Magri était bien à l'intérieur de la calèche et assis à côté d'un tas de sacs rouges et collants. Se dirigeant vers le campus spécial et arrivant à sa destination, il sort avec les sacs dans ses mains. Le liquide rouge a continué de couler sur le sol alors qu'il traversait le bâtiment. Assez tôt, il atteint le bureau exécutif du conseil étudiant. Il y a déjà des gens qui l'attendent à l'intérieur. Les sièges étaient pleins, et l'homme assis en tête demande comment ça s'est passé avec ces cibles idiotes. Alors que le chef l'appelait, Magre s'est plaint qu'il utilise son nom d'il y a des années. Il laisse tomber les sacs et dit que tout se passait comme il l'avait prédit. À l'intérieur se trouvaient les têtes de ceux qui ont agité les descendants de Liam Game. Ils ont dit que la force et la personnalité de leur victime avaient soudainement changé, comme s'il était devenu un homme différent. En d'autres termes, Liam était finalement entré dans son corps. Les choses avaient en fait progressé plus que ça. Alors qu'il s'y rendait, Magri a remarqué leur vieil ami. La vue inattendue l'a surpris au début, d'autant plus quand il l'a vu regarder directement dans la calèche. Il était déjà prêt, juste à leur côté. Le chef rit et sourit d'amusement, heureux que le roi absolu soit enfin revenu vers eux. Partageant son sourire, les autres ajoutent, disant qu'il sera également piétiné sans défense dans cette vie. C'était le scénario parfait que tous pouvaient espérer. Il y a 1200 ans, ils l'ont juste jeté dans l'abîme et n'ont même pas pu le regarder souffrir. Cette fois, ils peuvent rester et regarder chaque seconde de ce qui se passe. Quelques jours plus tard, Bridget a annoncé avec joie qu'elle avait des informations solides sur le directeur. Malgré son sourire satisfait, l'expression de Liam est restée inchangée. Pendant ce temps, leurs camarades de classe se demandaient pourquoi ils étaient ensemble, mais n'osaient pas le remettre en question. Un regard sévère de sa part les fait tressaillir et s'enfuir. Le jeune homme demande alors si l'information était fiable sans aucun doute. Elle dit fièrement que c'est certain. Apparemment, le vieil homme a menti au sujet de ses voyages d'affaires et se faufile dans un club où il s'est rapproché et s'est familiarisé avec l'une des femmes qui y travaille. Il est connu pour être terrifié par sa femme, donc la preuve d'une liaison pourrait être utilisée comme moyen de pression. Avec un sourire d'attente, elle demande ce qu'il pense de ces informations. Tout homme avec un statut est comme lui, donc Liam doute que ce soit très bon pour eux. La prise de conscience de la terrible nature des hommes la laisse dans l'incrédulité totale. S'il le surveille dans le club de luxe, il pourrait finir par exposer quelque chose d'utile. Cela dit, ils ne peuvent pas simplement se promener à l'intérieur puisqu'ils sont tous les deux encore mineurs. Un silence gênant passe, et il claque sa langue de frustration, se rappelant de tels facteurs. Ce sera une étape supplémentaire, mais ils devront simplement se déguiser pour ressembler à des adultes. S'étant bien remis à l'exception de sa vue, Maurice accueille Bridget dans le manoir. Elle est entrée dans la nuit, vêtue de douce soie blanche et les cheveux relevés. Se sentant mal, elle s'excuse de lui avoir fait venir la chercher alors qu'il est encore en convalescence. Son maître lui a également dit de rester au lit, mais cela ne ferait que le rendre paresseux. Ils ont atteint la porte principale après un certain temps de marche et ont frappé pour annoncer leur arrivée. Le maître de maison autorise les deux à entrer.
Bridget est stupéfaite et rougit en voyant Liam dans un costume noir élégant et charmant. La remarquant, il lui demande pourquoi elle a l'air si hébétée, mais elle ne peut pas avouer qu'elle était hypnotisée par son apparence mature. Avec un regard froid, il décide rapidement qu'elle a l'air trop enfantine. Les deux sont déçus par sa réaction et Maurice le gronde d'avoir dit une telle chose à une dame qui s'est faite belle pour lui. Cependant, ce n'est pas le but. Et ce qui compte, c'est qu'elle ait l'air d'une adulte. Malheureusement, elle ressemble actuellement à une enfant emmenée à l'opéra par ses parents. Ainsi, il se détourne et décide de se rendre seul au club. Bridget l'appelle, refusant de l'accepter. Elle regarda autour d'elle alors qu'il refusait même d'écouter ses plaintes. Soudain, elle aperçut un ouvre-lettres sur une table voisine et s'empara rapidement de l'objet pointu. Le serrant fort, la jeune fille tenait l'outil près de son corps, inquiétant le majordome. Déterminée, elle déchire audacieusement ses vêtements, coupant à travers la poitrine et les cuisses pour créer des fentes qui dévoilent davantage sa peau. Rouge d'embarras, elle demande si elle a l'air un peu plus mature avec ce changement. Les yeux de Liam s'ouvrirent de surprise, ne s'attendant pas à ce qu'elle aille aussi loin, mais il gloussa soudainement d'amusement. S'approchant, il dit qu'il lui accordera le mérite de son courage. Tendant la main, il prend la pince sur sa tête et la retire pour laisser ses cheveux lâcher. C'est la dernière étape qui l'amène là où ils doivent être. Bridget redevient rouge et son cœur bat vite. Passons à autre chose, il était temps de mettre leur plan à exécution. Ils sortent ensemble et, en un rien de temps, arrivent à destination. C'est un club social de haute classe, et le directeur devrait déjà être à l'intérieur à cette heure-ci. Liam sort d'abord de la calèche et tend la main à sa partenaire et lui demande si elle est prête à jouer le rôle d'une dame raffinée. Les vagues de chaleur sur son visage semblent être interminables, mais ce n'était pas le moment d'être nerveuse. Avec un regard déterminé, Bridget dit qu'elle est prête et prend sa main pour le suivre. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.